re-bienvenue existe, mais en tous les cas, s'il n'existe pas, on peut l'inventer pour vous souhaiter re-bienvenue dans ce deuxième panel qui va être la suite de tout ce sur quoi on a débattu depuis ce matin, puisqu'il concerne les besoins énergétiques de l'industrie marocaine vers un modèle durable. Et pour cela, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir de brillantissimes intervenants. Je commencerai par Stéphane Orr, qui est vice-président et general manager at Spirit Aerosystem. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est Mohsin Smar, membre du directoire chez Medz. Sébastien Robert, directeur général Voltalia. Philippe Miguel, président d'Engie Service Maroc et directeur général d'Engie Afrique du Nord. Notre ami Ali Khan Qassam, directeur général Afrique du Nord, John Cockerill. C'est Omar Alaoui Hamdi, DGA de Taqa Morocco. Shakib Achour, qu'on ne présente plus, notre ami Chief Strategy Officer and ICT Ambassador at Huawei Morocco. Et Hakim Rayhan, expert Amica. Je ne sais pas s'il est là. Il est là. Donc moi je vais prendre un micro. Parfait. Alors, je vais le mettre quelque part. Je vais juste demander peut-être à Huawei juste de pousser un peu. Je vais mettre la porte comme ça. Je reste ainsi. Alors, merci beaucoup. C'est un panel où il va y avoir certainement beaucoup d'échanges puisqu'il y a de brillantissimes intervenants. Je sais que chacun pourrait nous parler des besoins énergétiques de l'industrie marocaine au long et au large. Il y a tellement de choses à raconter et à partager avec l'assistance. Je voudrais commencer par Stéphane Orr, où vous avez un discours que vous voulez partager avec nous. Alors, je vais le faire en français. Je m'excuse pour avoir les petites notes. C'est avec grand plaisir que je m'exprime ici aujourd'hui. Tu veux me faire? Merci. Encore, c'est avec grand plaisir que je m'exprime ici aujourd'hui sur le thème de la décarbonisation et plus particulièrement dans le domaine de l'aviation. L'aviation est une industrie qui nous permet de voyager dans le monde entier pour rencontrer nos proches, visiter des pays étrangers et faire des affaires face à travers les pays et les continents. Au sein du secteur de transport, il est pourtant responsable de 12% de toutes les émissions de carbone et bien de plus que 2% des émissions mondiales de carbone faites par l'homme. C'est un nombre important et c'est quelque chose qu'il faut régler. Et je suis heureux de dire que cela est pris au sérieux et que de nombreuses mesures sont prises pour améliorer considérablement la situation. Il est largement admis que les voyages en avion reviendront au niveau d'avant COVID-19 ou plus tard de 2023. Dans l'industrie, nous voyons déjà des calendriers de fabrication projeter cela en termes de livraison d'avions. Nous voyons également au-delà de 2023 que l'industrie recommencera à croître rapidement. La plupart des pays se sont engagés à avoir des émissions net de carbone zéro d'ici 2050. Dans le même temps, le secteur d'aviation connaîtra une croissance incroyable de 70%. Cela représente une croissance annuelle de plus que 2% sur les 30 prochaines années. Alors, que fait-on pour améliorer les émissions de carbone et que peut faire le Maroc pour en tirer parti? Il y a plusieurs domaines clés d'intérêt pour l'aviation. Le premier domaine à traiter est celui de l'efficacité des avions.
Ceci est bien sûr directement lié à la réduction des coûts pour les compagnies aériennes, car la consommation de carburant est leur coût unique le plus élevé. Elle est cependant aussi directement liée au niveau d'émissions de carbone. Depuis 1970, l'efficacité d'un avion commercial moyen a connu une amélioration de 1,3% d'une année sur l'autre. Cela signifie qu'un avion moderne utilisera 50% moins de carburant pour un vol moyen que les avions d'avant. Bien que cela soit impressionnant, le retard réel par rapport aux objectifs d'efficacité énergétique des Nations Unies pour les nouveaux avions est environ 12%. Ces dernières années, la moyenne annuelle a augmenté, ce qui peut indiquer un retour à l'objectif au fil du temps. Depuis 1990, les émissions de carbone des avions ont diminué de 50%. Cela a été principalement causé par ces gains d'efficacité énergétique, mais les prochains 50% devront cependant provenir de méthodes plus diverses. Cela nous amène à la deuxième initiative principale, l'utilisation de carburants alternatifs au kérosène qui dégagent des émissions très réduites, voire nulles. Ceci est particulièrement intéressant pour les vols moyens et longs courriers qui produisent généralement la plus grande empreinte carbone. Les carburants bio, comme on les appelle, sont dérivés des plantes et des déchets. Ils ont le potentiel de réduire les émissions de carbone jusqu'à 80% par rapport au carburant traditionnel. Le potentiel est de faire grimper ce nombre jusqu'à 98%. Les premiers vols d'essai ont été effectués en 2008 et le premier vol commercial avec un carburant mélangé a eu lieu de 2011. En 2018, le programme d'essai en vol de éco-démonstrateur de Boeing a réalisé le premier vol commercial au monde utilisé 100% de biocarburant. L'industrie dans son ensemble prévoit d'essayer d'utiliser 100% des biocarburants d'ici 2030. Cela nécessitait un effort considérable en termes de tests et de certification à la fois pour les nouveaux avions et les avions existants. La troisième grande initiative consiste ensuite à s'orienter vers des sources d'énergie alternatives pour propulser les avions. Cela offre une solution propre par rapport à la méthode à haute densité énergétique de kérosène. Les deux composantes principales de cette initiative sont le vol électrique et le vol à hydrogène. Les deux sont plus radicaux que la solution de biocarburant. Le vol alimenté par batterie est un domaine passionnant et la recherche et le développement à l'heure actuelle. Le principal problème est que les batteries sont lourdes et ce n'est pas bon car les temps de vol augmentent. Certes, il y a beaucoup d'élan pour les applications très courrières jusqu'à environ 350 km, mais pour les longs courriers, il est moins attrayant. C'est là que le carburant hydrogène commence maintenant à se montrer comme une solution. L'hydrogène est l'élément le plus abondant sur Terre. L'hydrogène peut être utilisé de plusieurs manières pour propulser un avion. Le plus simple est d'utiliser l'hydrogène gazeux ou liquide comme carburant de remplacement et de brûler de manière conventionnelle. Le second consiste à utiliser l'hydrogène comme source d'énergie pour fournir de l'énergie électrique pour entraîner le système de propulsion. Le seul déchet de ce processus est l'eau inoffensive. Airbus a pris l'audace d'annoncer produire le premier avion commercial à hydrogène d'ici 2035. Le levier de Monroc. Dans tous les développements technologiques ci-dessus, nous ne pouvons pas oublier le processus de fabrication et les chaînes d'approvisionnement. Il ne sert à rien d'avoir des avions à zéro émission si le processus pour les créer est en soi un producteur à haute teneur de carbone. L'industrie de l'aviation procède sans aucun doute l'une des chaînes d'approvisionnement les plus entendues et la plus complexe du monde moderne. La crise de COVID l'a mis en évidence alors que les chaînes géographiquement
est étendu, s'est étiré et même rompu. Son bon sens, alors que l'industrie essaie de passer une empreinte carbone plus faible, que la réduction de la distance de livraison est un élément clé. Le Maroc se trouve géographiquement bien placé pour répondre à cet appel. Proche d'Airbus en France-Allemagne et relativement proche de Boeing aux États-Unis par rapport à l'Asie. Il peut se positionner comme une solution compétente et compétitive à la demande de la supply chain. En tant que membre du conseil d'administration de GIMAS, j'ai fait pression pour les 142 entreprises aérospatiales, s'engagent également à s'engager moralement à éliminer zéro émission de carbone d'ici 2040. Cela fournira un énorme avantage marketing au Maroc en tant que plaque tournante de l'aérospatial. Alors que les compagnies aériennes et les équipementiers exigent cet engagement, nous pouvons nous montrer comme un leader sur la scène mondiale. Ceci est tout à fait conforme à ce que le Maroc a fait sous la vision et la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Mon défi à tous mes homologues est que nous, en tant que secteur industriel au Maroc, devons nous éduquer davantage et nous engager à progresser vers des émissions nettes à zéro. En cela, nous garantirons plus d'affaires et contribuerons également à protéger nos gens et notre planète. Mais nous avons besoin d'aide. Nous devons pouvoir nous connecter aux sources d'énergie renouvelables. J'accepte que nous puissions nous aider avec des panneaux solaires comme source, mais ce n'est pas toujours pratique. Nous devons être en mesure de nous connecter aux réseaux fournissant de l'énergie renouvelable à partir de vent ou de solaire. Ce n'est pas actuellement possible. Comme ci-dessus, nous avons également besoin que les entreprises de logistique fournissent des livraisons de transport avec une émission nette carbone zéro. Cela doit être à la fois routier, ferroviaire et maritime. Au fur et à mesure que le secteur le développe au Maroc, nous avons besoin de résoudre ces problèmes afin que nous puissions améliorer notre avantage concurrentiel dans ce monde évoluant et courir vers le net zéro carbone. Cela doit être un élément clé de notre stratégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Orr. Je rappelle que vous êtes vice-président et général manager à Spirit AeroSystems et que l'engagement que vous prenez, que ce soit au niveau de GIMAS pour impacter les 140 entreprises à l'échelle internationale, est très louable. Je ne sais pas si en 2025, on continuera à avoir ces systèmes comme cela, où là, on inventera autre chose qui va faire que les gens ils vont parler automatiquement sans avoir besoin de tout cela. En tous les cas, merci à vous et à Spirit AeroSystems pour ce que vous faites et sur cette demande justement de support, de travailler en écosystème avec pratiquement à la fois les donneurs d'ordre et toute la chaîne de logistique et d'approvisionnement. Alors, deuxième intervenant, j'ai envie de poser une question à notre ami Mohsin Semmar en sa qualité de membre du directoire chez Medz sur justement ses besoins énergétiques. Je sais que vous accompagnez pratiquement au développement de l'industrie marocaine depuis des années. Et là, la question qui est posée, elle est à la fois, je veux dire, challengeante parce que au même temps, on est en train on veut identifier les besoins énergétiques, mais pas que, puisqu'on veut que ce soit dans un monde durable, un modèle Maroc durable. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement d'avoir invité la société Medz, filiale du groupe CDG, branche développement territorial, et de nous associer pour contribuer modestement à un débat sur une thématique d'intérêt stratégique pour notre pays. Et à ce titre, et avant peut-être de vous livrer un topo sur comment nous intervenons au niveau de ce chantier structurant important du développement durable,
brièvement rappeler qui nous sommes pour les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une société de droit privé, mais créée par des fonds publics. Nous accompagnons l'État dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles, dans la stratégie industrielle, et cela depuis sa première version en 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes peut-être le premier développeur de zones industrielles au Maroc, avec 15 zones industrielles, dont 5 ont le statut de zone d'accélération industrielle, qu'on appelait avant juin 2021 zone franche. Nous avons 4 zones d'offshoring et des projets touristiques. Ces zones s'étendent sur pratiquement 2000 hectares, avec plus de 500 clients, entreprises multinationales, et je vois beaucoup de responsables, Monsieur Or, mais beaucoup d'autres acteurs dans la salle qui sont nos clients au niveau de nos différents projets. Nous avons 95 000 emplois qui sont créés au niveau de ces zones, et nous détenons pratiquement 350 000 m² d'actifs de plateaux de bureaux au niveau de nos 4 zones d'offshoring, à Casablanca, Casachor, Technopolis, Feshor et Oujda-Chor. Alors, bien sûr, la conception que nous faisons de nos projets, et cela se fait en partenariat avec nos partenaires institutionnels, le ministère de l'Industrie pour tous les projets de zones industrielles, intègre tous les prérequis de la compétitivité. Ça commence par l'infrastructure, l'accessibilité, le bassin d'emploi, mais il y a aussi la dimension de développement durable. Au niveau des études, nous menons toutes les études nécessaires pour préserver l'état dans lequel notre projet a été réalisé, et aussi faire en sorte à ce qu'il puisse générer le maximum d'externalités en termes de création de valeur et d'emploi pour le territoire dans lequel nos projets sont réalisés. Et si je peux citer quelques exemples qui témoignent un petit peu de l'engagement de notre groupe dans le développement durable, Atlantic Free Zone, qui abrite aujourd'hui le constructeur Peugeot et avec plusieurs équipementiers, en 2014, 20% des besoins de ces équipementiers étaient assurés par une ferme solaire. Et donc, on était déjà dans le développement durable, et ça continue. C'est un projet pilote qui nous a inspirés pour pouvoir généraliser cette source propre au niveau de d'autres zones. Nous avons également, et bien sûr on le fait dans la progressivité, et en augmentant le rythme maintenant avec tous les enjeux que nous devons affronter, et les enjeux et les challenges que nous devons relever. Alors, tous nos nouveaux projets de zones d'activité, de zones industrielles, prévoient l'éclairage public avec une source propre. Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001, et nous venons de certifier Midpark d'ailleurs, la nouvelle tranche, en certification HQE. Et donc ça, c'est justement pour permettre aux opérateurs qui adressent des marchés très exigeants par rapport à la dimension durable d'être et de baigner dans un écosystème de développement écologiquement durable. Et aussi dans l'offshoring, tous nos nouveaux bâtiments, à commencer par Casachor, nous avons engagé une conception de ces bâtiments de manière à ce qu'ils puissent être énergie positive et carbone négatif. Nous nous basons sur une architecture bioclimatique qui privilégie d'abord l'optimisation et la valorisation des flux énergétiques gratuits par l'orientation des bâtiments, et notamment le soleil, les rayons solaires. Nous nous basons aussi sur l'utilisation de matériaux biosourcés très, disons, très étanches par rapport aux échanges phoniques, soniques et thermiques. Et nous nous basons également sur l'orientation géographique pour essayer de réduire les déperditions. Et à ce titre, donc bien sûr, nous agissons sur l'orientation, et ça c'est quelque chose qui est déjà engagé, et nous avons initié une action de recherche opérationnelle sur un nouveau matériau qui nous permettrait justement d'atteindre cet objectif de réduction de carbone. Et ça s'est fait avec notre bureau d'études du groupe CDG, Novec, le laboratoire public d'études et d'essais, le LP2E,
et un partenaire industriel, Lafarge. Et on a conçu une brique en terre crue. C'est une brique qui permet de consacrer 2 dimensions. D'abord, l'économie circulaire, puisque nous utilisons les déblais dégagés des travaux de terrassement. Nous utilisons du ciment, de l'eau et du sable. Et avec ça, on a fait une brique et qu'on a testée avec toutes les spécifications thermiques, soniques, mécaniques. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est certifié CERWEI et qui nous permettra d'atteindre cet objectif, puisque, et comme vous, la salle doit le savoir, les spécialistes, un bâtiment, c'est 80% de génie civil qui est responsable des émissions de carbone. Et donc, on a essayé de réduire cette empreinte en utilisant un matériau propre et qui présente de très bonnes performances en termes donc d'émissions de carbone et d'émissions thermiques et aussi d'optimisation de la consommation d'électricité, avec bien sûr des panneaux solaires sur ces bâtiments. Et c'est ce qui nous permettrait d'avoir des bâtiments respectueux. Et l'ambition qui a toujours été celle de Medz, du groupe CDG bien sûr, avec notre mise en mer, c'est que ça ne soit pas conjoncturel. Cette orientation stratégique de développement durable doit être dans notre ADN. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis déjà un moment. Nous accélérons le rythme, naturellement, puisqu'il y a des enjeux aujourd'hui. Et on a pris bonne note de la date fatidique du 23, de janvier 2023. Et on a quand même 2 ans de répit entre 2023 et 2025 pour essayer de tester, d'accélérer tous les chantiers structurants sur lesquels nos partenaires institutionnels travaillent. Et là, nous suivons avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup d'intérêt les chantiers annoncés par M. le ministre et par Simouline et par les différents acteurs, notamment la certification. On a besoin d'avoir une reconnaissance de ces bilans carbone et c'est un chantier important et qui permettrait de faire valoir tous les efforts qui sont faits au niveau du pays, tout le soutien à la TPME pour le développement durable, des petites et moyennes entreprises et les très petites. Et donc, ce que fait l'AME avec Maroc PME est important et nous le suivons. Et nous serons heureux que les 150 projets qui ont été annoncés par M. le ministre puissent trouver place chez nous, dans les zones dont nous avons la charge, et nous ferons nos meilleurs efforts pour les aider à concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions. Il y a tous les investissements qui sont engagés, l'hydrogène, toutes les autres conventions qui ont été signées et qui visent justement le développement durable et surtout une substitution aux importations et donc soulager notre balance commerciale. Et naturellement, nous serons agiles et volontaristes par rapport à ces chantiers. Et notre ambition, justement, est que nos projets puissent s'ériger en véritable plateforme inclusive, durable et aussi créatrice de richesse et d'emploi. Merci. Merci beaucoup. C'est comme on a souvent tendance à apprécier ce que vous dites et ce que vous faites. Je pense que cette idée de vouloir travailler toujours avec des écosystèmes et d'investir massivement à la fois dans la recherche et développement, dans la jeunesse, dans les TPME, dans des énergies non seulement ici et maintenant tout de suite, mais celles qui vont venir après. Et donc tout ça corrobore justement cette volonté d'être vers un modèle durable, vers un modèle, comme vous dites, inclusif, mais créateur de richesse aussi pour le pays et pour les entreprises et pour les jeunes qui vont travailler, Inch'Allah, dans ces secteurs. Je voudrais partir de l'autre côté et interpeller notre ami c'est Omar Alaoui Mohamedi en sa qualité de DGA de Taqa Morocco sur justement ces besoins énergétiques de l'industrie marocaine. On dit souvent on a besoin d'une énergie électrique fiable, on a besoin d'une énergie électrique compétitive et à bas carbone. Alors, quels en sont les leviers, les déterminants justement pour arriver à avoir ce mix sur les besoins énergétiques Maroc avec un développement durable constant et continu? Je vous remercie d'abord et vous m'entendez? Très bien. Alors, je remercie également Industrie du Maroc pour l'invitation. Je pense que ce qui est nécessaire pour le Maroc aujourd'hui, c'est une industrie qui a besoin d'une énergie qui soit fiable, abondante, compétitive et à bas carbone.
C'est les 4 éléments. Et je dirais le premier, on regroupe les deux, c'est-à-dire fiabilité et abondance. Et à ce niveau-là, le Maroc a fait des progrès énormes. Il faut rappeler qu'en 2013, on était importateur de 21% de notre consommation d'énergie électrique d'Europe. Entre-temps, notre capacité installée est passée de 6 900 MW à environ 11 000 MW aujourd'hui. Donc il y a un pas énorme qui a été franchi. Et aujourd'hui, nous sommes net exportateurs. Nous avons eu une croissance de l'énergie électrique liée au programme PERG qui a fait une croissance soutenue de 6,5% entre la période 2005 à 2012. Et nous assistons à une certaine décélération depuis 2012 à 2020 où on a une croissance autour de 3,3%. Maintenant, il y a des plans de relance industriels qui sont là et ces plans de relance industriels sont voués à augmenter la consommation électrique nationale et donc on aura besoin dans le futur d'une production d'énergie électrique qui va être bas carbone et nous avons tous les atouts pour le faire. En tant que premier producteur privé d'électricité, le groupe TAQA, nous avons été présents ici au Maroc depuis 2007 à travers le groupe TAQA, mais notre société existe en tant que premier IPP au Maroc en 1997. Nous avons développé notre capacité d'opérateur. Et en tant que de capacité d'opérateur, nous voyons dans le Maroc une opportunité majeure de développement des énergies renouvelables à travers ce qui a été cité dans le nouveau modèle de développement où nous avons clairement été dit que l'objectif, c'est d'atteindre pour les énergies, pour les industriels énergivores, 50 centimes le kilowattheure. Ces 50 centimes le kilowattheure sont aujourd'hui, c'est pas un rêve. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire, non pas dans 10 ans, mais on peut le faire tout de suite. Quand on voit les atouts climatiques du Maroc, 3500 km de côte. Au Maroc, réellement, c'est une presqu'île. On le voit réellement comme faisant partie de l'Afrique, mais réellement, le Maroc, c'est une presqu'île avec des zones très ventées, avec des 6 mètres par seconde, qui atteignent des fois 10 mètres par seconde, et un vent qui est une qualité offshore en onshore. Donc, c'est des atouts majeurs pour développer l'énergie éolienne, mais également sur le solaire, nous avons une radiation solaire des plus élevées, avec de 2300 kWh par mètre carré par an. On peut, à travers l'énergie solaire et l'énergie éolienne, produire de l'électricité à moins de 50 centimes. Maintenant, bien sûr, ça suppose qu'on lève les freins. On en a parlé dans le premier panel. Les freins réglementaires, d'abord, la réforme de la loi 1309, la loi 4019. Ces réformes doivent se faire de telle manière permettre cette énergie d'arriver du producteur privé à l'industrie. Et ça, ce pont-là, il doit être réalisé à travers un régulateur fort. L'ANRE, on l'a entendu tout à l'heure, l'ANRE a ce rôle de stratifier l'ensemble de la chaîne de production, de telle manière à assurer une transparence du coût du colorateur entre le producteur jusqu'à arriver au consommateur, en évitant autant qu'on peut les taxations qui ont été peut-être créées et qui réellement entraînent un manque de compétitivité, non pas uniquement de l'industrie, mais du Maroc. Le positionnement du Maroc aujourd'hui avec une production d'énergie électrique à 50 centimes, c'est quelque chose de réaliste et on peut le faire, je dirais, dès demain. Pour ce détour, en tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a besoin d'une énergie électrique fiable, compétitive, à bas coût carbone, et que le Maroc a aujourd'hui tous les atouts. Maintenant, il va falloir, comme tu l'as si bien dit, enlever les freins, travailler avec les uns et les autres, à la fois sur le plan administratif, réglementaire, mais aussi technique et technologique, avec beaucoup plus de recherche et développement, et espérer que peut-être qu'on n'attendra pas l'hydrogène en 2035, que ce soit une réalité dans les années à venir. Je voudrais également, puisque vous êtes à côté les uns des autres, je voudrais poser la question
directeur général de Voltalia, Sébastien Robert, pour... par rapport à ces besoins Maroc, sur les besoins énergétiques de l'industrie marocaine, quand on dit vers un développement durable, vers un modèle durable, comment vous le matérialisez avec des cas pratiques sur le territoire marocain? Quelles applications ont été faites et quelles propositions, peut-être, ou l'ambition vous envisagez pour les années à venir? Bonjour à tous. Je me joins à tous les remerciements qui ont été adressés aux organisateurs, Industrie du Maroc et Cluster Solaire, pour l'invitation à cet événement, auquel nous étions présents également l'année dernière, dans un temps qui nous paraît loin aujourd'hui. On n'était pas masqués à l'époque, même si on commençait un peu à parler du sujet. Mais à l'époque, on n'était pas masqués. On n'avait pas du gel partout, mais bon. Donc je vais dire un petit mot de Voltalia, ce qui me permettra d'introduire la réponse à votre question. Voltalia, donc, c'est une société qui est un acteur international des énergies renouvelables. Pour le dire de façon plus précise, nous sommes fournisseurs d'électricité renouvelable et uniquement renouvelable sur l'ensemble des filières, éolien, hydroélectricité, solaire, biomasse, et de plus en plus associés à des moyens de stockage quand ces solutions techniques sont pertinentes. Nous sommes également un acteur qui accompagne les industriels et le monde du corporate dans son ensemble dans leur transition énergétique. Dans plus de 20 pays dans lesquels nous sommes positionnés aujourd'hui, et y compris évidemment au Maroc où nous sommes présents depuis 2015. Accompagner les acteurs industriels dans leur transition énergétique, concrètement, ça veut dire, au-delà de la fourniture d'électricité, c'est réfléchir à l'ensemble du processus énergétique de l'industriel, de l'entreprise, en commençant, et là je me joins à l'analyse qui a été faite par M. Mouline précédemment, mais en commençant à réfléchir au kilowattheure le plus décarboné, c'est-à-dire celui qu'on ne consomme pas, donc en travaillant sur les audits énergétiques, sur le processus d'efficacité énergétique. Une fois qu'on a optimisé ses consommations, que ce soit sur des process industriels ou sur du process tertiaire, je dirais toutes les applications sont possibles, réfléchir à la consommation d'électricité verte, la fameuse loi 1309 et future 4019 telle qu'elle existe à ce jour au Maroc, et est accessible dans les conditions que vous connaissez, on dira un petit mot tout à l'heure. Également par l'autoproduction. Nous sommes, y compris au Maroc, parmi les acteurs qui sont les plus importants, en tout cas pour ce qui est de l'Europe pour l'instant, en termes d'installation de toitures solaires, d'envoyeurs solaires, etc. Donc c'est évidemment une offre qu'on propose également aux industriels marocains aujourd'hui. Donc globalement, c'est l'accompagnement du monde du corporate dans leur transition énergétique sur l'ensemble des dimensions, en allant de l'efficacité énergétique et jusqu'à la fourniture d'électricité en utilisant le réseau via des contrats de vente d'électricité. Alors sur ce point, au Maroc, nous sommes titulaires de projets autorisés par le ministère de l'Énergie dans le cadre de la loi 1309, donc un projet éolien basé à Laayoune, un petit peu plus sur la commune de Foumeloued pour être précis, pour ceux qui connaissent la région, dont on envisage la construction à partir du début de l'année prochaine et une mise en service à partir de 2023. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'électricité disponible pour les industriels, aujourd'hui haute tension et très haute tension, à hauteur de 400-450 gigawattheures par an. Donc on a déjà formalisé quelques accords avec plusieurs industriels marocains. Je dis ça de façon un petit peu ironique, je ne lance pas un appel puisque les industriels marocains éligibles sont encore peu nombreux et donc on les connaît tous. Donc inutile que je lance un appel, mais en tout cas, l'appel est fait. Voilà, des gigawattheures restent disponibles encore aujourd'hui, et compte tenu de ce que sont les contraintes du réseau électrique national qui limitent les capacités d'accueil en haute tension et très haute tension, je ne vais pas dire qu'on est les seuls, parce que ce ne serait pas vrai, mais on n'est pas très nombreux.
Nous avons également plusieurs projets hydroélectriques autorisés dans le cadre de la loi 1309. Donc ça, c'est globalement l'activité de Voltalia au Maroc. Si je peux me permettre, plusieurs commentaires par rapport aux discussions qui ont été faites. Peut-être juste avant, quel retour faites-vous par rapport justement à ces installations au Maroc? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des contraintes? Merci de cette question, parce que justement, c'est sur ce point-là que j'allais essayer d'apporter ma contribution après la promotion bien naturelle de nos activités au Maroc. L'engouement, il est là, le marché, il est là, le besoin, il est là. Je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit précédemment, ce serait inutile et je le dirais moins bien. La décarbonation est une condition nécessaire pour le développement des industries marocaines à l'export, mais également sur le territoire marocain. Donc là aussi, je m'associe à ce que disait M. Moline tout à l'heure. Ce n'est pas que pour apporter une réponse aux barrières non tarifaires qui vont s'installer prochainement aux frontières de l'Union européenne. C'est aussi un moyen pour les entreprises marocaines travaillant sur le marché local, le marché domestique, de dégager des leviers d'action, tout simplement. Je vais là aussi paraphraser un très vieil économiste qui dit que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Diminuer sa facture énergétique aujourd'hui, c'est dégager des marges de manœuvre pour les investissements, y compris sur le marché domestique. Donc c'est évidemment extrêmement important. Pour rebondir sur ce que vous disiez, 50 centimes aujourd'hui, on y est. C'est pas, on y sera demain. Aujourd'hui, on y est déjà. Mais ces 50 centimes, pour les initiés, je pense qu'ils comprendront, et nous sommes tous des initiés derrière nos écrans ou dans la salle, c'est 50 centimes hors timbre. Autrement dit, hors coût d'accès au réseau. Donc nous, on travaille, Voltalia, dans une vingtaine de pays, à des degrés de maturité en termes de développement du réseau électrique assez différents. Il y a des pays dans lesquels on a construit nous-mêmes des lignes haute tension et très haute tension, comme au Brésil. On a construit pour un cluster, c'est pas très à la mode cluster en ce moment, pour un pôle, voilà, merci. Un pôle éolien de plus de 1 gigawatt dans le nord-est du Brésil. On a construit plus de 500 km de lignes haute tension. Donc c'est des choses qu'on comprend, auxquelles on adhère. On ne développera pas les moyens de production, en particulier renouvelables, sans un réseau électrique qui va se densifier. Ça, c'est un impératif. Le débat qui nous paraît indispensable d'avoir aujourd'hui, et M. Bernanou l'a souligné, c'est quel est globalement le partage de la valeur autour de ce fameux prix à 50 centimes. Le prix des énergies renouvelables a baissé, ça a été dit par monsieur le ministre, c'est vrai dans quasiment toutes les technologies. Donc cette création de valeur-là, il faut qu'on ait un débat ouvert entre les consommateurs, les industriels, bien sûr, les autorités, les gestionnaires de réseau, que ce soit réseau de transport ou réseau de distribution, et les producteurs, pour savoir comment cette valeur va être partagée entre tous ces différents acteurs. Aujourd'hui, ce débat, me semble-t-il, que ce soit au niveau de la Fédération de l'énergie qui est très active sur le sujet, ou au niveau des discussions qu'on a pu avoir avec les différentes institutions, ministères et autres, ce débat n'a pas été tranché. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je pense modestement que la loi 4019 n'est toujours pas opérationnelle aujourd'hui. Mais c'est un débat, c'est peut-être le débat le plus essentiel. On est tous d'accord pour dire que la décarbonation, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, il faut y aller. On n'a pas le choix. Et en plus de ça, c'est un levier de compétitivité pour le Maroc, à l'export comme sur le marché domestique. Mais il faut y aller comment ? Je pense qu'il y a tout un tas de questions. Je brûle d'envie de poser des milliers de questions aux ministres, différents ministres, aux représentants de l'autorité de régulation, etc., etc. Si je devais en choisir qu'une, ça serait celle-là. Ayons ce débat sur comment on partage la création de valeur de cette énergie à 50 centimes.
Merci beaucoup, Sébastien Robert, pour cet éclairage. Et, en tous les cas, ça va dans le sens de ce que disait c'est Omar tout à l'heure sur l'exigence, que ce soit Sébastien, c'est Omar, l'exigence d'avoir ce débat, à la fois dans l'impartialité, dans l'ouverture, mais aussi dans la co-construction, parce que si on fait tous ces efforts pour créer justement cette richesse, il va falloir bien qu'elle soit répartie et qu'elle profite justement de façon équitable à tous. Alors, l'année dernière, Philippe Miguel n'avait pas son masque. Enfin, quand on avait fait il y a que les matinales. Alors, je rappelle que vous êtes président d'Engie Service Maroc et que vous êtes aussi directeur général d'Engie Afrique du Nord au travers de ce gros débat. Alors déjà, si vous pouvez présenter pour le public ici présent et à distance Engie Service Maroc et Engie Afrique du Nord pour que les gens puissent au moins savoir de quoi on parle, et aussi dans ce grand débat sur les besoins énergétiques, sur le développement durable, sur la décarbonation, comment vous vous situez et quelles sont les applications concrètes sur le terrain. Merci, merci de l'invitation. Engie, c'est le premier producteur indépendant d'électricité dans le monde, renouvelable et gaz naturel. On est présent dans 70 pays, on opère ici au Maroc, évidemment, notamment avec notre partenaire Nareva, on opère le parc éolien de Tarfaya, 301 MW, qui a longtemps été l'un des plus grands parcs éoliens d'Afrique. Et on est aussi présent dans les services à l'énergie, c'est-à-dire des gens qui font des réseaux de chaud, de froid, des panneaux solaires en toiture, de l'efficacité énergétique, des solutions de mobilité électrique, etc., etc. On est 1600 ici au Maroc sur ces métiers-là. Alors pour répondre à votre question et peut-être faire écho au débat qu'on vient d'avoir, la première chose que je voudrais dire, c'est que le sujet de l'énergie renouvelable compétitive n'en est plus un. Elle est aujourd'hui accessible. Sébastien parlait de partager la valeur. On peut avoir des débats sans fin, mais M. le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, en coût complet, que ce soit le solaire ou l'éolien, la technologie la moins chère pour produire de l'électricité. C'est un fait. Et donc, on a tout intérêt, notamment pour la compétitivité de l'industrie au Maroc ou des zones de développement au Maroc, on a tout intérêt à faire en sorte que les énergéticiens que nous sommes puissions produire de l'énergie renouvelable le plus possible. Et j'ai une bonne nouvelle, plus la capacité que vous installez est importante, plus vous en baissez le coût. Pour les industriels qui sont dans la salle, vous avez soit la possibilité de vous approvisionner auprès d'énergéticiens comme nous, vous approvisionner en énergie renouvelable. Vous avez aussi la possibilité d'installer chez vous des systèmes de production d'énergie renouvelable à travers des panneaux solaires en toiture, par exemple. Donc ça, c'est accessible. Et le premier message que je voudrais lancer, c'est qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Notamment la capacité, par exemple, de réinjecter l'énergie que vous produisez en supplément de vos besoins. Ça change complètement l'économie des projets. Il faut que ça soit accessible à l'industrie, aux industriels au Maroc, tout de suite, demain. Enfin, c'est ça qui fait, qui fera, ou qui pourrait faire aujourd'hui leur compétitivité. Donc, il faut absolument libérer les énergies de ce point de vue-là, si je peux me permettre. Deuxième élément, et je crois que ça a été dit tout à l'heure par le représentant de la NRE, et M. Nbazed l'a bien montré tout à l'heure, on était il y a jusqu'à 2 ans dans une discussion où les énergéticiens venaient vendre la beauté de l'énergie renouvelable. Le système s'est complètement inversé. Enfin, ce sont nos clients qui aujourd'hui exigent, demandent que l'énergie qu'on leur fournit soit renouvelable. Pourquoi ? Parce que tout le monde, le long de la chaîne, le fait. Les financeurs de nos solutions, nos banquiers, nos assureurs nous demandent d'être climato-compatibles. Et donc, ça n'est plus un sujet.
l'engagement climat n'est plus un sujet. Et Saïd Mouline l'a dit tout à l'heure, ça n'est plus d'ailleurs une question d'engagement climat, c'est une question de compétitivité. L'énergie renouvelable est aujourd'hui un facteur de votre compétitivité. Et puis troisième peut-être élément, ce qui a été dit ce matin sur la taxation carbone, enfin, oubliez le sujet de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ça n'est pas le sujet, enfin, très clairement. D'abord, ça touche peu de secteurs industriels. Mehdi Tazi l'a dit tout à l'heure, hein, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais et l'électricité. Ça sera d'application en 2026, début d'application en 2026. Le mécanisme sera défini entre 23 et 26. Et ça s'étalera jusqu'à la mise en œuvre jusqu'en 2035. Ça n'est pas pour une question de taxation du carbone aux frontières de l'Europe qu'il faut décarboniser. Il faut décarboniser parce que c'est un levier de compétitivité, je l'ai dit tout à l'heure. Et deux, vous aurez un signal carbone et une forme de taxation carbone, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Je vous rappelle que dans le projet de loi fiscalité du Royaume, il y a la notion de taxe carbone appliquée aux produits pétroliers. Donc, ça va venir, que ça vienne de l'Europe ou d'ailleurs, ça sera, si vous voulez que les gens arrêtent de fumer, vous taxez le paquet de cigarettes. C'est sûr. Si vous voulez que le climat s'en sorte, Il faut taxer le... Vous taxez non pas le climat, mais le CO2. Il n'y a pas d'alternative et donc ça va arriver. Il faut absolument s'y préparer. Et encore une fois, et je trouve que la discussion est saine, encore une fois, c'est nos clients, les industriels, qui vont nous tirer vers ça. Il y a un dernier sujet qui n'est pour l'instant pas résolu et sur lequel il faut qu'on travaille, nous, énergéticiens, avec les pouvoirs publics, c'est comment est-ce qu'on stocke de l'énergie renouvelable, qui est intermittente. Ça reste un sujet. On a parlé d'hydrogène, ça peut être un vecteur. On a eu une petite discussion sur l'hydrogène dans le panel de tout à l'heure. Le seul sujet sur l'hydrogène, c'est celui de l'hydrogène vert, renouvelable, qui est aujourd'hui autour de 40 à 50 dirhams le kilo, produit à partir d'énergie renouvelable, là où l'hydrogène produit à partir de gaz naturel ou de charbon est entre 20 et 30. Donc il y a un facteur 2 à 3 pour produire de l'hydrogène renouvelable de façon compétitive. Donc le seul sujet, c'est comment on fait, quel modèle d'affaires on met en place pour que l'hydrogène soit une solution de stockage et un vecteur énergétique pour l'industrie demain. C'est les seuls... Elle n'est pas simple, mais c'est la seule question qu'il reste à résoudre. Merci beaucoup, Philippe Miguel. Ce qui fait que la richesse de ces panels, c'est que dans chaque panel, on extrait 2 ou 3 grandes questions qui vont certainement alimenter les débats. On a parlé tout à l'heure d'une question sur le partage justement de richesses. Là, la question du stockage énergétique, enfin, de l'hydrogène. Il y a certainement des questions sur le choix des filières pour les jeunes de demain. Et donc, je pense que l'intérêt d'avoir lancé et initié ce forum, cette initiative, c'est pour avoir justement ces éclairages. Alors, je m'adresse à Ali Khan Kassam, directeur général Afrique du Nord. John Cochrane, tout à l'heure, j'entendais, quand Philippe Miguel parlait de constructeurs et d'intégrateurs, je me dis, voilà, la transition, elle est vite faite. Et donc, ma question pour toi, Kassam, c'est par rapport à tout ce débat dont on vient d'avoir depuis ce matin les grandes lignes, à la fois l'exigence de l'immédiateté d'investir dans la décarbonation, mais aussi de continuer à investir sur un plan technologique. Comment réellement, vous en tant qu'acteur, constructeur, comment vous accompagnez justement cette décarbonation vers un modèle durable de l'industrie marocaine? Je pense qu'il faut l'allumer et attendre 5-6 secondes.
2, 3. Non, ça ne marche pas. On va faire celui de- Takam Rocco au service de Coquerel sur le. Voilà, ça tombe bien, c'est une bonne synergie entre les deux. Ben, d'abord, je remercie l'organisation, Cluster Solaire et l'Industrie du Maroc pour votre organisation. Merci beaucoup. Oui, Philippe, je peux te préparer une offre rapidement si tu veux pour une solution d'hydrogène vert. Donc, je vais rapidement présenter l'activité de John Cockerill pour qu'on soit tous à la même page au départ. Donc, en effet, c'est un sujet de première importance et qui nécessite de la résilience, la décarbonation. Et donc, le groupe John Cockerill est assez actif dans ces sujets transversaux, si je peux dire ça comme ça. C'est un groupe qui a plus de 200 ans d'existence, donc qui est belge et qui est d'ailleurs plus vieux que la Belgique. Donc, l'entreprise est encore plus vieille que la Belgique, ce qui est assez rare, on va dire ça comme ça. Elle est active dans 5 secteurs d'activité. Vous allez la retrouver dans la défense, comme fabricant de tourelles de canons pour chars. Vous allez la retrouver dans les solutions pour la sidérurgie. Vous allez la retrouver dans l'environnement pour les solutions de traitement d'air, traitement d'eau, dans les services industriels, notamment les services à la maintenance. Et puis, dans un axe qui est assez important aussi, dans le sujet du jour d'ailleurs, l'énergie, où nous sommes dans un portfolio thermique, mais également dans un portfolio renouvelable de plus en plus croissant, tant sur la partie solaire en tant que fabricant de récepteurs solaires et de générateurs de vapeur, sur des solutions de stockage, en tout cas dans son intégration, et puis en tant que fabricant d'électrolyseurs. Donc je dirais que ça couvre un peu les différents sujets que vous avez abordés dans vos points de vue. Alors le groupe a justement réussi à continuer à vivre et à grandir grâce à sa résilience et à répondre aux défis de son temps, et surtout aussi à une fibre très entrepreneuriale, parce que ce sujet, je pense, et comme l'a dit le ministre, c'est un sujet où il faut pas mal d'initiatives, il faut pas mal de courage, et il faut se lancer. Et je pense que le Maroc a réussi cet exercice-là dès les premiers champs qui ont été mis en place. Alors, de notre point de vue en tant que technologue, si je peux dire ça comme ça, le sujet de la décarbonation est sur différents axes. Le premier, c'est de savoir comment est-ce que, et faire vivre plutôt un écosystème de différentes solutions d'énergie intégrée. Donc vous allez retrouver de l'éolien, vous allez retrouver du solaire, du thermique, de l'hydro et du stockage, et demain de l'hydrogène vert, qui va réguler toutes ces capacités-là. Donc ça, c'est pour nous un point sur lequel qu'il faut adresser techniquement, technologiquement, pour les industriels qui vont non seulement avoir nécessité ou demandent déjà de l'énergie propre, mais également vont intégrer des besoins en chaleur, en stockage, parce que, in fine, la décarbonation amène ça aussi, c'est que vous consommez votre énergie quand vous en avez besoin, donc à la demande, avec des productions de plus en plus décentralisées. Donc je dirais la transition de l'énergie est dans ce sens-là aussi, dans sa manière de l'approcher et de l'intégrer. Donc techniquement, ça nécessite aussi des évolutions et des solutions. L'autre point qui est important, et là c'est plutôt pour le Maroc, comme ça a été fait pour les filières renouvelables, c'est l'intégration technologique et technique du savoir-faire en local. Ça, c'est également quelque chose qui est très important. Si vous prenez, je dirais l'initiative dans son sens large, vous avez le cadre juridique. Bon, je pense qu'il y a eu les intervenants qu'il fallait pour parler de cela. Il vous faut les moyens techniques, les moyens financiers, bien évidemment un marché, donc quelqu'un qui vous achète ce que vous avez à vendre. Là, je pense que la question est résolue. Et puis, quelque chose qui est très important et dans lequel on s'inscrit également, c'est quelque chose qui permet d'intégrer la technologie en local, qui permet de la faire durer à travers les services de maintenance, parce que c'est quelque chose qu'on mentionne peu, mais qui est indispensable dans l'intégration de la technologie, la formation, bien évidemment, comme ça a été cité dans d'autres panels, et de faire vivre ces écosystèmes ensemble. Donc sur tous ces sujets-là, nous, en tant que John Cockerill, ici au Maroc, on est très impliqués, on s'implique de plus en plus sur ces sujets-là d'intégration industrielle, parce qu'on est convaincu, comme ça a été le cas pour mes collègues ici, en s'intégrant ici et en créant de la valeur locale,
que ce soit pour les électrolyseurs dont nous sommes fabricants et d'ailleurs les plus grands fabricants au monde. C'est quelque chose sur lequel on s'investit beaucoup, de comprendre le marché, de comprendre cette demande, avec cette capacité et cette offre d'énergie la moins chère au monde. Eh bien, comment est-ce que le Maroc peut intégrer cette solution et pouvoir résoudre le problème des industriels, augmenter ses capacités d'exportation demain et de jouer un rôle de plus en plus prépondérant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Sam, surtout sur, je pense que plus on avance dans les panels, et plus les 3 P s'inscrivent People, Profit et Planet. People, c'est tout le volet qui a été discuté depuis tout à l'heure sur l'exigence d'avoir des ressources humaines formées qui soient capables de développer à la fois la maintenance mais aussi la technologie et investir massivement dans l'innovation. Et il faut créer de la richesse, il faut pouvoir la partager, il faut la générer, il faut aussi savoir la stocker. Et donc, il y a des défis qui sont aussi technologiques. C'est bien beau de dire oui, il faut y aller tout de suite, mais je pense qu'il y a aussi des leviers sur lesquels il va falloir, qu'il faut actionner pour pouvoir nous dépasser. Alors, on vous présentera une vidéo. Je vais demander juste à la régie de projeter pour nous et pour vous une vidéo du directeur général de Lafarge Holcim, Georges Michos. Il n'est pas avec nous, mais il participe avec nous à distance au travers d'une vidéo. Elle est prête. J'espère qu'on vivra mieux que la première. Le développement durable est au cœur de la stratégie de Lafarge Holcim Maroc. Dans ce contexte, nous avons priorisé 4 domaines d'action pour matérialiser notre engagement. Le climat, l'eau et la nature, l'économie circulaire et les populations et communautés autour de nos sites. Pour nous engager et succéder dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons entamé beaucoup d'efforts sur la substitution des énergies fossiles dans nos sites. En ce qui concerne les combustibles fossiles, on travaille sur des combustibles alternatifs. En ce qui concerne l'énergie électrique, nous avons entamé un grand effort pour la substitution de la consommation électrique par des centrales thermiques en utilisant l'énergie éolienne. Juste pour vous donner un contexte, l'énergie électrique que Lafarge Holcim Maroc consomme chaque année correspond à la consommation électrique d'une ville de 300 à 400 000 habitants. Donc c'est très important pour nous, dans le choix de cette énergie électrique, de voir les impacts dans l'environnement. Depuis le début de ce siècle, nous avons commencé notre aventure dans le domaine de l'énergie éolienne. La fabrication du ciment est un processus qui consomme beaucoup d'énergie. Alors, lorsque je parle d'énergie, je parle des 2 types d'énergie, électrique et thermique. Et en tant qu'industriel, donc notre objectif numéro 1, c'est d'optimiser nos consommations énergétiques et principalement les ratios énergétiques, électriques et calorifiques. Et comme tout industriel, les premières des choses qu'on fait, c'est l'optimisation des outils qu'on a, le choix technologique lorsqu'il s'agit de revamping ou d'investissement dans de nouvelles installations ou lorsqu'on construit une nouvelle usine, et puis l'introduction de nouveaux systèmes de pilotage tels que les systèmes experts qui permettent un pilotage avec un taux d'optimisation et de fiabilité qui est assez élevé. L'autre point qui est très important pour nous, c'est le coût ou le prix d'achat de l'électricité. Et nous avons déjà démarré dans les années 2005 avec la construction d'un parc éolien à l'usine de Tétouan,
Donc c'était un parc de 10 MW qu'on a augmenté à 32 MW sur 2 ou 3 années. Ce parc a permis de produire 70 GWh pour l'usine de Tétouan et a fait de l'usine de Tétouan la première usine au monde à avoir son propre parc éolien et être alimentée en énergie éolienne. Et puis, par la suite, nous avons profité de l'entrée en vigueur de la loi 1309 pour travailler avec des partenaires locaux et signer des PPA, Power Purchase Agreements, c'est des contrats d'achat d'électricité. Et donc, en 2011, nous avons signé les premiers contrats concernant nos usines de Bouskoura et d'Ankines. Et puis, ça a continué avec l'usine de Fès, et puis dernièrement, l'usine d'Oujda, l'usine de Nador et la future usine de Agadir. Avec ces PPA et la production propre que nous avons sur l'usine de Tétouan, et donc on voit que l'économie d'énergie impacte également nos performances environnementales et nous conforte dans notre politique de développement durable. Enfin, on dira quand même merci à João Mijos et son équipe pour tout le travail qu'ils font au Maroc et sur justement tout cet engagement qui est fait au niveau du développement durable. Alors, depuis tout à l'heure, on était sur plusieurs secteurs d'activité, notamment ceux qui sont énergivores en lien avec l'industrie. Il y a un mot qui est passé tout à l'heure et que j'ai capté. Je me suis dit, waouh, ça c'est une belle transition quand Mohsin Smar dit qu'on va avoir besoin d'intelligence artificielle pour pouvoir investir le futur. Et je me dis, on a de la chance d'avoir avec nous Chakib Achour. Je pense qu'il est multirécidiviste quand il s'agit d'intervenir sur l'intelligence artificielle, la blockchain. Il est Chief Strategy Officer et ambassadeur de Huawei Maroc. Et donc, tout cet élan qui se développe aujourd'hui autour de la technologie, autour du monde du digital, impose aussi deux questions. Un, il y a certainement une vision pour un des grands acteurs qui sont Huawei, une vision stratégique pour l'accompagnement du développement durable. Et il y a une question sous-jacente qui vient tout de suite après, c'est on parle de 5G, on parle du fait que la 5G va être énergivore, qu'il va consommer énormément d'énergie. Et donc, quid de tout cela avec Chakib Achour. Je te donnerai le micro. Il a parlé d'intelligence artificielle. Merci. Merci pour cette question et bravo pour cette organisation de conférence par l'industrie du Maroc. Alors, rapidement, je vais faire une petite introduction de Huawei. Qui est Huawei? Premièrement, Huawei, c'est 200 000 personnes dans le monde. 50% de cette masse salariale travaille dans la recherche et développement dans l'innovation. Donc, nous sommes une société, notre ADN est dans l'innovation. Une chose de plus que je partage avec vous, tout le monde nous connaît dans le télécom, mais en fait, nous sommes acteurs, bien sûr, dans le télécom, donc ça, c'est notre historique. Mais aujourd'hui, on travaille dans la transformation digitale dans différents secteurs, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, la santé, et puis également le domaine bancaire, etc. Et là, donc, la bonne nouvelle, c'est que depuis peu de temps, nous avons démarré deux business units. Une business unit qui est spécialisée pour l'énergie et une autre business unit dans les voitures électriques. Donc voilà un petit peu, donc pour situer un petit peu les choses par rapport à Huawei. Donc Huawei, nous avons une ambition pour fournir donc le digital à toute organisation, gouvernement, citoyen et entreprise pour construire un monde connecté et intelligent. Donc ça, c'est notre vision, c'est notre stratégie. Ça fait 20 ans que nous sommes au Maroc. Au-delà des réseaux télécoms que nous avons mis en place ici au Maroc avec les 3 opérateurs, nous avons participé au lancement de TGV qui aujourd'hui utilise nos technologies GSMR pour les communications entre les chefs de gare et les conducteurs de train. Nous avons mis en place le premier supercalculateur qui est le CNRST et plusieurs projets. Alors aujourd'hui, donc la stratégie de Huawei s'inscrit effectivement dans la charte des Nations Unies, qui est vraiment par rapport à la sauvegarde de la planète, donc effectivement l'accélération d'utilisation des énergies renouvelables, l'économie circulaire et préserver les ressources naturelles. Alors bien sûr, donc vous m'avez posé la question sur 5G. Donc Huawei, donc aujourd'hui nous travaillons sur plusieurs secteurs. Donc effectivement
J'ai cité les secteurs, je dirais, marché par rapport, que ça soit dans les finances ou d'autres secteurs, les télécoms, etc. Et en termes de produits, donc aujourd'hui, donc nous avons des solutions sur les réseaux fixes pour construire le réseau fixe télécom, le réseau mobile, donc en l'occurrence aujourd'hui c'est 5G, des solutions sur les clouds, sur le data center, l'intelligence artificielle et également les plateformes de big data, etc. Donc aujourd'hui effectivement, par rapport à l'énergie, aujourd'hui nous travaillons effectivement par rapport à nos solutions et dans différents secteurs, on fait en sorte de baisser la consommation d'énergie, que ça soit sur les réseaux mobiles, que ça soit sur les réseaux fixes. On œuvre effectivement à ce que transformer le réseau de cuivre aujourd'hui, par exemple, qui est basé sur la DSL, donc des anciennes technologies vers la fibre optique, ce qui permet de diminuer la consommation de 40%. Également sur la partie wireless, sur la partie radio, donc on fait en sorte d'avoir des équipements mutualisés et on fait en sorte effectivement de baisser la consommation énergétique au niveau des réseaux mobiles. Maintenant, quand on parle effectivement de 5G, 5G, c'est plusieurs choses. Donc, il y a la partie fibre, donc la partie réseau fibre, la partie cloud, la partie data center, la partie réseau d'accès, la partie antenne. Et donc, à tous ces points-là, au niveau de la 5G, nous travaillons sur chaque partie de ce réseau pour baisser la consommation d'énergie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, les technologies ont un impact très important pour l'industrie 4.0. Donc l'industrie 4.0 dont on parle aujourd'hui, c'est l'industrie digitale. C'est le mariage entre l'industrie robotique et le digital. Et cette industrie 4.0 ne peut être que décarbonée. Et décarbonée grâce effectivement au digital. Alors tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons mis en place dans tous les équipements des programmes d'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser la consommation de l'énergie tout en gardant la bonne qualité du service, que ce soit dans les équipements de télécom ou que ce soit effectivement dans la gestion des data centers. Dans les data centers, des centres de données également, on fait en sorte de mettre en place des solutions, ce qu'on appelle les modulaires data centers, qui permettent d'avoir moins de consommation d'énergie. Alors, j'essaie donc de partager avec vous, donc tout effectivement c'est par rapport aux solutions, et tout ça m'emmène à quelque chose que je souhaite quand même partager. Tu m'avais parlé de deux applications très, très spéciales. Je vais y arriver. Mais c'est quand même intéressant de noter donc, la participation de Huawei par rapport à la sauvegarde de la planète. Depuis 2013 jusqu'à 2020, nous avons pu effectivement apporter plus de 325 milliards de kilowatts d'énergie avec nos solutions Smart PV. Donc en fait, c'est basé sur le photovoltaïque. Également, ce que nous avons fait, c'est réduire plus de 160 millions de tonnes d'émissions de carbone et la sauvegarde de 220 millions d'arbres. Donc ça, ce sont des chiffres officiels que nous avons annoncés donc fin juin à Barcelone. Alors, tout ça, ça m'emmène effectivement à une expérience que nous avons lancée en 2019 et qui est très intéressante. En fait, la solution que nous avons lancée en 2019, c'est plutôt deux expériences. Une première expérience pour lutter contre l'exploitation illégale forestière. Et en fait, ça consiste à quoi? Donc, ça consiste à mettre en place des technologies. En fait, c'est des technologies qui permettent... Alors, attendez, juste, je retrouve mes notes et je suis avec vous. Voilà, j'y arrive. En fait, nous avons mis en place un programme pour la sauvegarde des animaux sauvages. Donc les tigres, les léopards. Donc c'est un travail que nous avons fait avec l'université en Chine à Beijing. Et donc nous avons mis en place une solution de caméras infrarouges, des solutions donc de connectivité réseau. Et en fait, ça permet aux rangers effectivement de discuter entre eux et de se téléphoner avec des appels vidéo haute qualité, donc basés sur un réseau à 700 MHz de haut débit. Et également, ça permet de surveiller donc les animaux, que ce soit le tigre et également les léopards. Alors cette vidéo, donc ce qui est amusant, donc nous l'avons diffusée donc en 2020. Vous pouvez
la consulter sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle Huawei Big Cat et ça vous permet de voir effectivement comment la technologie permet effectivement la sauvegarde des animaux sauvages basée sur l'éthique. Ce qu'on appelle l'éthique, le ICT, c'est la connectivité, le cloud, le big data, etc. Et l'autre solution, donc effectivement, c'est un programme, pareil, c'est pour lutter contre l'utilisation donc illégale forestière. Voilà. Merci beaucoup, Chekib Achour, pour ce tour d'horizon. En tous les cas, on voit qu'il y a de plus en plus cette convergence entre développement durable, technologie, écologie, énergie. Je pense que NJ, en fait, tout ce qui termine par J, c'est quelque chose qui devra en tous les cas travailler ensemble. Alors, j'arrive chez Hakim, représentant l'AMICA, Hakim Rehan, au travers de tout ce débat. Depuis ce matin, je sais que quand on intervient avant le repas, c'est toujours passionnant, et surtout quand on va parler de ce qu'on fait, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Si tu peux apporter un éclairage aussi à l'assistance, que ce soit ceux qui sont ici et même ceux qui sont à distance. Je vais me mettre là, comme ça, ils vont te voir. D'abord, je veux remercier pour cette invitation et je félicite les organisateurs pour le choix de ces thèmes. En ce qui concerne l'AMICA en tant qu'association et pour accompagner ses membres, nous avons mis en place des commissions dans le cadre du programme à l'horizon 2025. Et parmi ces commissions, il y a commission compétitivité et commission intégration locale. Et commission compétitivité, donc on a eu des échanges, on a organisé des workshops. Et parmi les chantiers donc, sur lesquels les membres de cette commission vont travailler, il y a décarbonation. Pourquoi décarbonation? Parce que aujourd'hui, donc avec, comme vous le savez, donc le secteur automobile, c'est le premier exportateur du pays. Et demain, il sera taxé donc avec la taxe qui sera mise en application en Europe et ça risque d'impacter la compétitivité des produits fabriqués au Maroc. Donc, on a besoin donc de travailler sur cette démarche de décarbonation et d'accompagner donc les membres de l'AMICA, les équipementiers, pour qu'ils améliorent un peu leur compétitivité. Et aussi, donc, on a besoin de travailler sur améliorer l'efficacité énergétique, mais pas que l'efficacité énergétique, parce que dans le cadre de décarbonation, donc on a des entreprises comme les entreprises du secteur du câblage qui ne sont pas des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Mais par contre, ils achètent des pièces plastiques, ils achètent des pièces en caoutchouc, ils achètent du câble et leurs fournisseurs sont des fournisseurs donc, qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, ils doivent travailler avec leurs fournisseurs pour réduire ou pour améliorer leur le bilan carbone. Ce qui va nous amener vers la commission de l'intégration locale. Et on a besoin donc ces entreprises, donc ils ont besoin des fournisseurs locaux pour fournir des produits localement afin d'optimiser les flux logistiques et par la suite améliorer le bilan carbone et aussi qui va permettre d'améliorer leur compétitivité. Et pour produire localement, donc on a besoin des fournisseurs capables de produire, qui ont l'expertise, mais qui doivent être compétitifs. Et donc, pour qu'ils soient compétitifs, comme a été signalé ce matin par M. le ministre, on peut être compétitif si on intègre de l'énergie renouvelable. Et dans ce cas, donc, il y a donc ces commissions, il y a un programme qui a été mis en place par l'AMICA. À travers, il y a pas mal des outils, donc Tatouir et autres outils de financement pour accompagner les équipementiers à mettre en place, donc utiliser les énergies renouvelables et aussi donc travailler un peu sur l'intégration locale pour optimiser les flux logistiques et améliorer le bilan carbone. Merci beaucoup Hakim pour ce grand détour sur ce que fait l'AMICA et sur l'ensemble des commissions qui sont actives aujourd'hui. En tout cas, je pense que si on peut juste... Je pense que depuis ce matin, avec les propos de M. le ministre qui engage pratiquement le Maroc sur la voie de la compétitivité, un Maroc qui peut
se permettre de jouer dans la cour des grands, parce qu'on peut aujourd'hui, avec tout le potentiel qu'on a, avec les opportunités d'investissement qu'il y a, avec les engagements qui sont pris par les pouvoirs publics. On a également vu les engagements qui sont pris par la CGEM, les engagements pris par les fédérations, les applications qui sont aujourd'hui concrètes. On voyait tout à l'heure, les 50 centimes, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le fait que le sujet de est-ce que les énergies renouvelables sont compétitives ou pas, c'est même plus un sujet, c'est une réalité et qui nous impose d'investir encore plus dans de nouvelles technologies. On a vu également la convergence de la technologie avec toutes les installations qui se font. Le brassage qui se fait aujourd'hui entre pratiquement tous les acteurs de l'écosystème. On voit également des commissions, on voit l'engagement de l'ANRE tout à l'heure sur le fait que c'est une invitation à dialoguer, converser, réfléchir ensemble, parce que je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on n'a pas le choix. Le seul choix qu'on a, c'est de travailler ensemble, c'est de travailler bien, c'est de faire vite, parce que si on s'arrête, les autres ils vont dépasser. Et donc, je pense qu'au travers de ces deux panels, on a également vu, au travers de l'intervention de Saïd Mouline ce matin, les engagements qui sont pris, que ce soit pour la certification ou pour des projets pour la promotion de la TPME, et la centralité de l'élément humain pour avoir justement, non pas une technologie qui est décorrélée des ressources humaines, mais une technologie maroco-marocaine, une industrie qui repose sur, quand on dira du développement durable maroco-marocain, c'est avec des compétences marocaines. Bien sûr, on pourra toujours benchmarker avec ce qui se fait à l'international. Et tous ces engagements-là vont dans le sens de dire oui, on peut y aller, on doit y aller, et c'est maintenant et c'est pas demain. Donc, vous m'envoyez ravi de vous remercier toutes et tous pour avoir été avec nous depuis ce matin. On a encore du chemin puisqu'on a encore deux panels, Inch'Allah, l'après-midi. Mais en votre nom, je voudrais remercier Stéphane Or pour sa brillante participation, Si Mohsin Smar, avec qui on a toujours le plaisir de l'entendre, Sébastien Robert, qui nous fait à chaque fois le plaisir de participer avec nous, Philippe Miguel, encore une fois, merci. Ali Khan Qassam, merci pour les 200 ans. J'ai compris que ton groupe est plus ancien, et donc ça sera 200+1. Merci beaucoup à Omar Alaoui pour ton propos sur l'efficacité, sur les engagements et le levier que le Maroc peut avoir. Shakib Achour, on ne dira jamais assez pour l'intelligence artificielle, et surtout pour... j'aime beaucoup l'exemple, quand on dit on va protéger les tigres, ça nous parle. Et merci à Hakim pour ta présentation sur la diversité des commissions et sur cette main tendue. Merci également à la Farge Maroc, en le nom de son président, directeur général. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est demander à applaudir ce brillant panel. On leur dit merci.